En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve ensemble dans les émissions littéraires de l'île Mode. Et ce soir, on a le plaisir d'avoir le docteur Dov Maimon avec nous. RF Tov, bonsoir Dov. Bonsoir Johan, bonsoir chers auditeurs. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais en fait, c'est toi qui m'invites dans ton salon et pas uniquement moi, avec des dizaines de personnes qui nous suivent. Et également sur YouTube, si vous voulez écouter le replay, inscrivez-vous et abonnez-vous. On est ici pour parler de ton nouveau livre, 7 octobre, guide pratique pour décrypter la guerre Voilà, vous Israël-Hamas. pouvez voir, tac, 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 Voilà, tac, c'est tac, tac, tac. co-signé Dr Damamon et Gil Troy. Il va être Et distribué en France très très bientôt. Il est imprimé et distribué gratuitement par le Keren Kayemet l'Israël, donc appelez-les, demandez-leur. Ça doit arriver incessamment sous peu, sous 2, 3 jours. En France, pour ceux qui sont en Suisse, c'est distribué aussi par le collectif du 7 octobre, au Luxembourg par Matanel en Belgique par 2, 3 autres organisations, et au Québec par le CIJA, bien entendu. Donc voilà, on a fait, en France, c'est 20 000 exemplaires pour la première édition. Donc, euh, donc on va, à mon avis, on va arriver à des choses assez importantes. tu es directeur de recherche au JPPI, le Jewish People Policy Institute. Et donc, tu nous co-signes ce livre, 7 octobre, guide pratique pour décrypter la guerre Israël-Hamas. Première question très simple. À qui s'adressent ces 80 pages? Voilà. Pourquoi tu as décidé de te lancer dans cette mission? Alors voilà. Donc je vais dire en fait l'essentiel. Après, ce sera que des commentaires parce que là, je vais dire en fait la seule chose qui est réellement importante pour expliquer pourquoi on a décidé d'éditer cet opus, qui est d'ailleurs le début d'une série hein, qu'on va diffuser. Et pour l'instant, les gens en Suisse, en Belgique, en France et au Canada nous ont dit, bah, on vous prend toute la série. Donc tout ce que vous publiez, on est intéressé de diffuser. Alors on va expliquer. Bon, ça correspond à un besoin. Ça veut dire qu'il y a un besoin, tout simplement, c'est que énormément de jeunes juifs, en particulier, mais pas seulement des jeunes, dans les universités, dans les écoles, dans le monde du travail, ne savent pas quoi répondre. On leur dit, ça te fait quoi d'être génocidaire? Ça te fait quoi d'être un État d'apartheid? Ça fait quoi de soutenir le sionisme? Et les gens savent tellement pas quoi dire qu'ils se taisent et qu'ils essayent de louvoyer. Ils essayent et certains même internalisent le discours de nos ennemis. C'est ce qu'avait appelé Eliane Amado Valency. Elle avait dit prendre la subjectivité de nos ennemis pour de l'objectivité. Et donc, il s'agit maintenant d'apporter simplement des arguments. Donc, il s'agit tout simplement, la première chose, c'est d'apporter aux gens qui le souhaitent des faits, des chiffres, des arguments. Et voilà, et évidemment présenter le récit narratif juif et sioniste. Donc, tout simplement, d'une manière relativement bien construite, de manière qui est didactique, qui est avec des questions et des réponses. Et voilà, pour une telle question, apartheid, bon, on va vous mettre 8 points. Pourquoi on n'est pas apartheid et pourquoi on ne fait pas des bombardements disproportionnés ou pourquoi on va faire. Donc, c'est un outil de travail, comme a écrit Nathan Sharansky sur la couverture. Imprimez-le, diffusez-le. Ça doit devenir votre guide de survie quand vous allez vous retrouver avec des gens qui vont vous poser des questions et qu'on va pouvoir sortir un peu du traumatisme dans lequel on était en 7 octobre pour commencer la nouvelle guerre. Et là, je vais expliquer, Alors, Johan, justement, vous expliquer le concept plus général. Le concept plus général, c'est qu'en fait, les Arabes qui habitaient dans la région n'ont pas accepté l'idée que les Juifs prennent une souveraineté juive. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est un renversement de l'ordre du monde, que les Juifs qui étaient éventuellement acceptés en tant que dhimmi, al-dima, ça veut dire des personnes protégées et soumises, vont tout à coup se révolter, vont devenir eux les maîtres des lieux. Donc, c'est absolument inacceptable. Et donc, dans un cas comme ça, ils vont tout faire pour nous rejeter. Donc, ça a commencé déjà depuis que les Juifs sont arrivés, mais certainement depuis 1948. Donc, en 1948, au moment où les Juifs ont une souveraineté, non seulement ils s'installent, mais ils ont aussi une souveraineté, c'est les maîtres des lieux. Alors, à ce moment-là, ils vont utiliser la guerre conventionnelle. Donc, une première fois, ils vont essayer de nous détruire par une guerre conventionnelle. Les Juifs n'avaient pas d'expérience depuis 2000 ans, ou en tout cas presque 2000 ans. Ils n'avaient pas d'expérience d'utiliser des tanks, des avions, des armées coordonnées. Donc, ils n'ont pas su quoi faire. Ça a mis du temps à apprendre. Et donc, la première fois en 1948, il y a eu une grande réussite israélienne. En 67, une immense réussite israélienne. Et en 73. Après la guerre de 73,
on pourrait dire qu'ils se sont pris la tannée, quoi, dans une certaine mesure. À ce moment-là, ils ont dit, on va utiliser une autre stratégie, c'est la phase 2, qui va être le terrorisme. D'accord? Je vais être un peu long, mais après, je serai beaucoup plus court. Donc là, le terrorisme, c'est le but de terrorisme, par définition, c'est de terroriser les gens, que les gens ne sortent plus de chez eux, qu'ils aient peur, qu'ils se terrent chez eux. Vous voyez, terrorisme, que les gens se terrent chez eux. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, on va montrer des photos de massacres qu'on va faire pour que les gens soient effrayés, qu'ils aient peur, qu'ils soient tous, ils soient dans une situation d'être effrayés. Et donc, mais bon, le israélien, évidemment, au début, il ne savait pas quoi faire face au terrorisme. Et puis, à un moment, aujourd'hui, vous voyez bien que les plages sont pleines, les cafés sont pleins, les yeshivot sont pleines, et les Juifs n'ont pas où aller, donc ils ne sont pas partis. Et finalement, ils se sont rendus compte que le terrorisme n'a pas fonctionné. Il continuera, hein, bien entendu, de même que les guerres conventionnelles sont aussi encore possibles. Mais, mais ils ont trouvé une troisième phase. La phase, c'est ce qu'on appelle la guerre la guerre intellectuelle, c'est la guerre du récit narratif. Et dans cette guerre-là, maintenant, c'est une guerre qui est par contre, à la différence des autres fronts, on a en Israël aujourd'hui 6 fronts, comme a dit Yoav Galant, comme on l'écrit dans la préface, il y a un septième front, c'est le front de la guerre intellectuelle. Cette guerre-là, elle concerne tout le monde, tous les juifs et tous les amis de la liberté, tous les amis des Lumières, tous les amis de la démocratie dans le monde. Et cette guerre-là, on ne sait pas encore comment s'y prendre. Dire qu'ils ont depuis 40 ans, ils ont créé tout un réseau. Au départ, c'était fait par le KGB, bien entendu. On reconnaît, tous ceux qui connaissent le langage du KGB, ils reconnaissent que tout ce qu'on dit, sionisme égale racisme, sionisme égale apartheid, tout ça, c'est des choses qui ont été inventées par le KGB dans les années 80, dans les années 60, 80, même en 60, vous vous rappelez déjà le 8 novembre 75, donc c'était des histoires qui ont été créées. On sait que l'OLP a été créé par le KGB, etc. Donc le but était très simple, c'était de déstabiliser l'Occident. Ils ont réussi à installer ça dans toutes les universités, notamment sur les campus et dans le monde universitaire, avec des aides dont on parlera peut-être tout à l'heure, l'Iran, le Qatar, la Chine, la Russie, etc., qui ont aussi des intérêts et des autres acteurs comme l'extrême gauche et éventuellement d'autres acteurs aussi, évidemment les islamistes, qui ont intérêt à déstabiliser l'Occident pour le remplacer. Donc on a ces gens-là ont créé une guerre intellectuelle contre Israël et de détruire tout le projet du peuple juif qui revient sur sa terre et mettre fin à 2000 ans d'errance. C'est considérer ça comme un acte, un acte monstrueux. Ça veut dire qu'ils projettent sur nous, hein, on peut en parler en langage très, très, très simple de psychanalyse, c'est eux qui font l'apartheid dans tous les pays arabes où les juifs n'ont plus le droit d'aller, en Algérie ou que ce soit évidemment à Ramallah ou ailleurs. C'est eux qui font des génocides systématiques, c'est qu'on voulu faire le 7 octobre des génocides. C'est eux qui font des soumissions et des violences, etc. Ils nous accusent en permanence de tout ce qu'ils font. C'est vraiment une projection classique et c'est pas nouveau. Voilà, maintenant on ne sait pas quoi faire. Donc on est dans cette phase où on est en train d'apprendre. Et dans cette phase où on est en train d'apprendre, on a besoin de construire. Donc ce livre-là que vous voyez maintenant, ce livre-là n'est pas le dernier mot sur ce sujet-là. C'est tout simplement une brochure qui va passer et qui invite les gens, à tous ceux qui sont là et tous ceux qui nous écoutent et les gens autour de vous, vous êtes devant votre clavier, la guerre est internationale. Aujourd'hui, le front est partout, il est à Berkeley, à Columbia, à Sciences Po, il est dans tous les mondes, sur tous les médias. Chacun peut mettre des vidéos. On a vu un ami à moi qui a participé à cette brochure aussi, c'est Simon Moss. Ben, il a des vues avec 1 million de vues, 500 000 vues, en mettant dans un petit labo. Il a pris une caméra et puis il est capable de dire ça très intelligemment. Et il démontre que le Qatar, évidemment, est un ennemi de la France. Donc, tout le monde est capable de faire ce genre de travail. Évidemment, ils sont 100 fois plus nombreux que nous, hein. On est 15 millions de juifs, ils sont 1,5 milliard de musulmans. Donc, ils sont plus nombreux que nous. Ils ont encore 1 milliard d'amis à eux qui sont tous ce qu'on appelle le Sud global. Et maintenant, ils sont plus nombreux que nous, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas plus intelligent. Si on compte les prix Nobel, on voit que tous ces gens-là n'ont pas forcément le 10e des prix Nobel juifs. Donc il s'agit maintenant, dans cette guerre intellectuelle, c'est là qu'on appelle la créativité. De la même manière qu'on ne savait pas comment faire en 48 quand on nous attaquait avec des bombes, des avions et des tanks, de la même manière que quand le terrorisme qui a joué sur d'autres sensibilités juives, de la valeur de la vie, et que non pas. Donc on était terrorisés, on ne savait pas comment faire, et encore avec les otages, on ne sait toujours pas comment faire. Et on n'a pas développé une stratégie d'État comme le fait Poutine ou la Chine dans des cas de prise d'otages.
Et maintenant, de la même manière, on a encore besoin d'inventer, de s'inventer des arguments et d'écrire et d'écrire et de publier. On a vu un très bon travail, par exemple, par exemple, de Georges Bensoussan, qui a fait un très bon travail qui est sorti sur Fondapol et que vous pouvez trouver, qui parle des pogroms en Palestine, ça veut dire la terre d'Israël, de 1830 à 1948. Donc ça veut dire, c'est un vrai travail que des gens intelligents de Fondapol ont compris qu'il fallait publier. Donc on a besoin d'informations, on a besoin de chiffres, on a besoin de récits narratifs bien écrits et ce qu'on appelle des intellectuels organiques qui vont écrire tout ça et travailler jusqu'au moment où on arrivera. Pour l'instant, et je termine sur ce mot-là, Johan, pour l'instant, je dirais tout simplement, et je crois que j'ai fini pratiquement tout ce que j'avais à vous dire, en fait, le récit narratif sioniste est inaudible. Alors Voilà. justement, avant d'arriver à ce fait, est-ce qu'il est audible ou pas, tu parles de cette guerre intellectuelle. Finalement, elle n'a pas commencé maintenant, cette guerre intellectuelle. Tu dis qu'avant, il y avait des guerres conventionnelles, mais on se rappelle aussi de cette guerre qu'on appelait à l'époque peut-être la guerre médiatique ou la guerre de la désinformation. On se rappelle en l'an 2000, cet enfant palestinien qui a été tué, ça a été sur France 2, on en a parlé pendant des années, et à Israël, ça lui a pris des mois avant d'annoncer que finalement, c'était une balle palestinienne qui a tué cet enfant. Donc finalement, il n'y a pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe. Les Palestiniens fabriquent des mensonges de toutes pièces depuis des années, changent le narratif jusqu'à changer le nom de Haram el-Sharif, Beth el-Mekdas, ils changent le nom du Harabait, du mont du Temple. Donc pourquoi il y a quelque chose de nouveau? C'est la première question dans ça. Et la deuxième question, est-ce que tu penses que cette fois-ci, depuis le 7 octobre, l'État d'Israël a pris conscience que finalement il y avait une guerre médiatique, une guerre intellectuelle, et que cette fois, on va réussir peut-être à faire contrebalance et à amener une vraie réponse. Bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. Depuis tout le temps, les Juifs sont arrivés. L'histoire, elle se répète tout le temps. Vous savez, l'histoire, si on regarde l'histoire du peuple juif, on a des faits récurrents. Vous savez, la première génération arrive dans un pays, eh ben, ils se débrouillent, ils arrivent très vite à avoir des postes d'influence. C'est par exemple l'histoire de Joseph en Égypte. En une génération, il arrive à être le vice-roi d'Égypte. Et puis la génération qui vient d'après, ben, les élites en place ben, se disent, oh, cette personne-là qui a aucune capacité de dissuasion, on va la foutre dehors et puis on va reprendre les places. Donc, c'est ce qui s'est passé en Égypte, c'est ce qui s'est passé à Alexandrie au 1er siècle avant notre ère, c'est ce qui s'est passé en Espagne, ça s'est passé en Allemagne, ça se passera peut-être aux États-Unis. Donc cette histoire, on a toujours les mêmes choses, hein. On est un peuple sans vraiment capacité de dissuasion, on n'est pas nombreux, donc les gens nous mettent dehors. Donc est-ce que la guerre intellectuelle, donc est-ce qu'on n'a pas déjà depuis dans la Bible des gens qui disaient que les Juifs toutes les accusations sont les mêmes, on les voit, elles font partie du même champ sémiotique, elles sont différentes, mais donc c'est vrai. Mais là, il y a une influence à cause des réseaux sociaux. On va dire qu'il y a aujourd'hui, on vit tous dans ce qu'on appelle des chambres d'écho, on est dans des bulles. Donc ces gens, chacun écoute. J'ai bien noté la remarque qui a été faite ici. Oui, les gens n'écoutent que leur propre propagande. Donc, et puis il y a des algorithmes dans les réseaux sociaux. On parlera peut-être comment ça fonctionne, mais ceux qui connaissent, c'est que les algorithmes, ça veut dire que des gens comme Elon Musk, le patron de TikTok, le patron des voitures Tesla, il n'est pas antisémite, lui. Lui, il a autour du cou le médaillon, il a écrit Bring them home, hein, Veshovu banim levulam, ramenez-les à la maison. Et lui, mais d'ailleurs comme Brigitte Macron. Mais d'un autre côté, il sait bien qu'en faisant, en augmentant la haine et le discours de violence, c'est ça qui va lui faire que les gens vont être accrochés à leurs réseaux sociaux. 24 sur 24, ça va lui faire amener des milliers de milliards de dollars. Donc en fait, ils ont des algorithmes qui font que les gens ne voient que des gens qui pensent comme eux ou des gens qui les énervent pour que ces gens-là répondent et restent toujours accrochés. Donc ils ont des objectifs assez clairs. Donc la différence, elle est au niveau un peu, c'est une différence d'intensité, mais comme disait Marx, la quantité fait la qualité. Donc on est aussi dans un nouveau modèle, pour nous en tout cas. Aujourd'hui, le danger n'était pas celui-là. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, à Columbia, à New York, à l'Université de Columbia, à Berkeley, en Californie ou ailleurs, les gens n'étaient pas en danger. Aujourd'hui, les gens sont réellement en danger. Bon, évidemment, il y a l'argent du Qatar, 1,3 milliard rien que pour l'université de Cornell. Vous comprenez bien qu'on a affaire à des sommes astronomiques qui sont investies pour racheter tous les chercheurs. Et en France aussi, il y a certaines influences du Qatar, comme
Comme chacun sait, à tous les niveaux, rappelons quand même que celui qui représente les fonds d'investissement du Qatar en France s'appelle Nicolas Sarkozy. Donc, ils sont très bien investis à peu près partout. Et donc, c'est pratiquement le banquier de la France. Et bon, on a vu que c'était aussi le Qatar qui a été celui qui s'occupait, la police du Qatar qui Ouais. s'occupait de la Ils protection. sont aux Jeux Olympiques. Voilà, aux Jeux Olympiques. Donc, ça veut dire que, vous voyez, donc, on savait que c'est le Qatar qui finance pratiquement toutes les mosquées de France, tout le mouvement islamique de France. C'est le Qatar qui finance en grande partie évidemment, le Hamas, etc. Donc, en prenant le Qatar, on sait que, bon, normalement, ils vont pas attaquer le Qatar, quoi. Donc, va avoir des blindés du Qatar qui circulent dans les rues de Paris. Imaginez un instant que ce soit des blindés israéliens qui circulent, hein. On aurait des cocktails Molotov et des guerres de partout. Donc, on est dans une nouvelle donne. Les différences, on pourrait rentrer dans le détail des différences. Pour nous, ce qui est important, et c'est ça le message que je veux vous faire passer, qu'est-ce que veut dire cette brochure? C'est lisez-la, apprenez-la, téléchargez-la, elle est facile à télécharger, la version en anglais, elle faisait 60 pages, elle fait 75 pages, 25% de plus, 50% de plus. Je suis désolé parce qu'en français, il faut expliquer les choses d'une manière plus structurée, Alors, mais et les gens m'ont dit, Dove, je pense que tu aurais dû faire un travail plus sérieux. Donc oui, on n'est pas là pour écrire le dernier mot sur ce sujet-là. On est juste là alors, pour lancer une initiative et donner un exemple. Voilà, il y a des gens qui sont prêts, qui sont demandeurs de ce genre de travail, et il va falloir les aider par tous les systèmes, par des sites internet qui vont donner des arguments à quelle que soit la question que vous avez. je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que dedans, c'est important, c'est vraiment les faits, les chiffres, l'histoire. Il y a beaucoup moins d'analyse que toi, tu aurais pu amener dans ce livre, mais tu ne le fais pas parce que tu veux rester le plus proche des faits, des chiffres et de l'histoire. Mais dernière question que je voulais te poser sur cette guerre intellectuelle. Finalement, tu l'as dit il y a quelques secondes, on est 15 millions de juifs face à plus d'un milliard de musulmans et encore beaucoup de gens qui se taisent, mais qui en fait cautionnent ce que le Hamas a fait. Est-ce que finalement, certains pourraient dire, ben, En Am, Levada Lishkom. On a toujours été ce Avraham Ivry, celui qui est d'un côté du fleuve et le monde est de l'autre côté du fleuve. Alors peut-être premièrement que c'est peine perdue de faire tout le travail que tu fais et de faire des vidéos et d'essayer de convaincre les gens du bien fondé de l'État d'Israël, de la légitimité du peuple d'Israël sur cette terre. Première chose. Bon, de toutes les manières, c'est peine perdue. Et deuxième argument, des gens diront, bon, ben, de toutes les manières, ça a toujours été comme ça. Alors, peine perdue ou peine perdue, on a l'habitude que finalement, on est ce Avraham Ivry, celui qui se trouve seul de l'autre côté de la rive, En Am des d'Ishkom. Qu'est-ce que tu réponds à ces deux questions? Voilà. Nous avons la chance, j'imagine tous ceux qui sont en train de nous regarder ce soir et qui nous regarderont, d'être nés ou d'avoir grandi en tout cas après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a eu une période de grâce qui a duré 7 décennies, dans lesquelles l'antisémitisme était bâillonné. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existait plus, il était bâillonné vu que tous les désastres qu'ont créé cet antisémitisme, donc ça a été bâillonné. Et donc aujourd'hui, après 3 générations, il ressort et c'est redevenu un phénomène comme on l'a connu depuis 2000 ans. Donc cette solitude d'Israël, c'est nous qui ne l'avons pas connue, mais ceux qui ont vécu, ceux qui ont une connaissance de l'histoire, ils savent que jusqu'en 1939, jusqu'en 1945, on était dans cette solitude. Cette solitude, c'est pour nous. On a l'impression, on croyait on était aimé par le monde. Non, ben non. Pinsker avait déjà écrit dans Auto-émancipation, nous sommes le peuple élu par la haine universelle. Bon, mais non. Alors pourquoi c'est un problème? On n'a qu'à dire les gens nous détestent et puis tant pis. Ça a des impacts, ça a un impact absolument astronomique. Moi, je vais donner 2, 3 exemples. Première chose, c'est qu'il y a beaucoup de juifs qui n'ont pas la force d'assumer leur altérité. Et donc, ils vont cacher le fait qu'ils sont juifs, ils vont éviter, qu'ils vont finalement s'assimiler ou qu'ils vont disparaître ou ils vont se positionner dans des formes, ce qu'on appelle de morbidité d'antisionisme juif, des gens qui vont adopter, comme dans le syndrome de Stockholm, le discours de nos ennemis et qui vont justifier, et qui vont se mettre là. On en a quelques-uns en France, on a beaucoup plus aux États-Unis. Donc, bon, c'est comme ça va pas forcément les aider parce qu'à un moment, on va leur dire, mais tu n'es pas des nôtres. Et en général, comme chacun sait, hein, vaut mieux s'affirmer comme juif qu'attendre que c'est le gars qui va te pointer du doigt et qui va te dire Parfois, c'est ce bourreau même. voilà, exactement. Donc, des fois, ou comme on dit dans mon quartier ici, quand un juif fait pas le kiddush, c'est le goy qui fait la havdalah. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est le goy qui va lui fermer ses magasins le samedi et qui va plus vouloir de lui, etc. Donc, on a un problème qui a un impact immédiat au niveau du comportement, de la vie juive. On a un danger pour la vie communautaire
en diaspora. Du fait d'abord que le diaspora, les gens sont évités d'être associés avec ce genre de choses. Ils vont se cacher, ils vont éviter d'aller dans des événements et puis ils vont avoir peur. De plus en plus, on va dégager le sentiment de peur et plus évidemment, les autres vont sentir cette peur, un peu comme les animaux, et puis donc ça va se passer mal. Donc il faut pas avoir peur, faut savoir se battre. Et ça battre avec les outils dont on parle ici. Avoir des arguments pour des gens qui ont... Il y a aussi des gens de bonne foi autour de nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous détestent, comme partout sur la loi des 80-20, on a 10% qui nous aiment, 10% qui sont contre nous vraiment, et puis 50% de gens qui sont, 60% de gens qui sont assez indifférents. C'est pas le Qui sont sujet très important. même presque ignorants parfois. Voilà, Abba Eban disait en 1967, c'était le ministre des Affaires étrangères, il disait le monde se partage en deux, 50% des gens qui sont contents qu'on va disparaître et puis 50% qui sont indifférents. Voilà, donc on a des gens qui sont indifférents, mais si vous leur apportez des arguments, leur montrez, écoutez, on n'a rien à voir avec la colonisation de ce qu'a fait la France en Algérie ou ailleurs. Nous, on rentre chez nous, on habitait ici, on est parti en Airbnb pendant 2000 ans, il y a des squatteurs qui sont venus, ben, bon, mais sauf que ce discours, comme j'ai dit, il est absolument inaudible. Alors maintenant, donc ça a un impact au niveau des juifs de diaspora, ça a un impact aussi au niveau des universités ici. C'est-à-dire que tout à coup, on a ce qu'on appelle un anathème ou un boycott silencieux. Un boycott silencieux. C'est-à-dire que tout à coup, tout simplement, les gens ne vous prennent pas dans des comités parce qu'ils ont pas envie, ils ont peur que ça prenne des risques. Ou une société qui va préférer, quand on va avoir un fournisseur israélien ou allemand ou américain, ils vont préférer prendre l'autre pour ne pas se mettre à dos des gens du comité d'administration ou pour ne pas se mettre demain à dos des clients qui vont téléphoner et dire ah oui, j'avais vu que vous avez pris un produit israélien, on ne veut plus travailler pour vous. Donc tous ces gens-là, les gens par prudence, par manque de courage, etc., vont nous lâcher. Donc ça peut avoir un impact économique, ça peut avoir un impact à beaucoup de niveaux. Donc on peut pas se permettre d'abandonner cette guerre. Cette guerre, si on la perd intellectuellement, si on perd aujourd'hui 40% des jeunes américains, juifs et non juifs, pensent que Israël devrait être remplacé par un État du Hamas. Donc on peut pas tellement se permettre de rester là-bas. Et donc on peut s'attendre à un backlash, c'est-à-dire un retour de bâton. Tout à fait. On voit un retour de bâton déjà en Allemagne, pas forcément parce qu'ils aiment les Juifs, mais parce qu'ils ont compris que derrière, qu'on attaque une Mireille Knoll ou une Sarah Halimi, en vérité, on voudrait attaquer en réalité la police, la justice et l'armée, ce qu'on appelle les pouvoirs régaliens. Mais comme si on les attaquait, on aurait une réaction. Alors on va attaquer madame Sarah Halimi dans sa maison, et puis après on va dire que c'est à cause des enfants palestiniens, et puis qu'on a fumé du cannabis. Voilà, donc, et ça nous permet, si vous voulez, de dire, mais celui qu'on veut détruire, c'est l'État libéral démocratique. Et donc, en détruisant cet ordre libéral, d'ailleurs, on a vu un rapport du Sénat en France de 400 pages où il montre que Poutine est derrière l'extrême gauche et l'extrême droite en France. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés à détruire, pas parce qu'ils ont de l'empathie pour les enfants palestiniens, je veux dire, faut s'entendre, l'Iran n'a pas d'empathie, je ne sais même pas si le Hamas a de l'empathie pour les enfants palestiniens, mais certainement pas Poutine ni la Chine. Et TikTok n'a pas c'est le plus grand fournisseur de haine dans le monde, TikTok. D'accord? Donc, non, c'est simplement, ils ont des intérêts géopolitiques qui sont les leurs. Le Qatar souhaite devenir, alors que c'est une population de 300 000 personnes, il y en a que 300 000 personnes qui ont la nationalité dans un pays entier où les autres n'ont aucun droit. Et ce pays passe pour une autorité morale et personne ne la critique parce qu'elle est extrêmement puissante, parce qu'elle arrive à faire des choses. Donc, est-ce qu'avec les idées, on peut changer les choses? Nous sommes le peuple du livre. Nous croyons qu'avec des livres, on peut changer l'histoire. Donc, on sait que Moïse a écrit un livre, il a changé l'histoire. Herzl a écrit un livre, il a changé l'histoire. On croit que les mots, on pense que nous avons la parole créatrice, on pense que Dieu a créé le monde à la parole. Donc pour nous, la parole, c'est une capacité de changer la vision du monde. C'est quelque chose de très, très important. Je voudrais vous parler, pour expliquer ce qui se passe, pourquoi le discours sioniste est inaudible. Voilà, j'en profite. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans des médias, mais là, je vais vous le dire parce que c'est vraiment un truc très important, à mon avis, qui pourrait aider pas mal de Ça monde à relie peut-être comprendre. la question que je voulais Voilà. poser, c'est Oui, cette idée de colonisation, c'est-à-dire finalement, très bien. on est un peuple colonisateur. J'entendais tout à l'heure, tu dois le connaître celui-là, Thomas Guénol sur Radio Sud, qui disait le sionisme est du colonialisme et qui disait qu'il y a la Haye qui a fait une loi, un décret en disant que c'est Alors, complètement... Donc, nous, ça nous fait sursauter. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, ça nous fait sursauter, Johan. Mais, mais non.
oublions, on va faire comme Montesquieu qui, comment peut-on être persan, on va faire ce qu'on appelle en hébreu achakat et d'autres, c'est-à-dire on va s'éloigner, on va penser qu'on n'est pas juif. Faire un exercice Oh, intellectuel, on va prendre de la hauteur, on va essayer de se demander comment nous, si on était martien et qu'on arriverait ici et qu'on écouterait cette histoire. Comme on n'est pas martien, et alors je vais vous raconter comment le plus grand islamologue israélien, le plus grand Mizrahan, professeur Emmanuel Sivan, qui est décédé il y a à peu près un mois, avec lequel j'ai écrit un livre sur l'antisémitisme musulman, et j'ai travaillé pendant 7 ans. Et, euh, et lui, un jour, il a été demandé en mission par l'Afrique du Sud. Donc, c'était avant Mandela, et il est arrivé là-bas, ils lui ont expliqué, Monsieur professeur Emmanuel Sivan, nous avons un problème d'image, ou en hébreu, on dirait en asbara. On a un problème d'image et les gens ne comprennent pas. On lui fait, mais quel est votre problème? Il leur dit, écoutez, je vais vous dire qui on est. Nous, en fait, on est arrivé ici de Hollande, on est les Boers, et c'est une région qui était totalement vide. Il n'y avait pas un seul humain. Il y avait bien des éléphants, des tigres et tout ça. Donc, c'est nous les indigènes. Vous comprenez, monsieur Sivan? C'est nous les indigènes. Et comme on a développé le pays, qu'on a créé des infrastructures et comme on a créé tellement de choses, alors, il y a des Blacks, des Bushmen qui sont venus, ils sont installés. Aujourd'hui, ils veulent nous prendre notre place. Donc, on a un problème d'image. Est-ce que vous pourrez nous aider à reformuler ça pour que les gens comprennent qu'on a un problème, que nous ne sommes pas des colons, nous sommes des indigènes. Et Emmanuel Séval leur a dit, je suis désolé, ça passera jamais, votre histoire. Les gens pensent Afrique, ils pensent que c'est les Noirs. Et vous êtes des Blancs, vous n'êtes pas des Noirs, donc vous n'êtes pas des indigènes. C'est tout, il n'y a rien à faire. Donc voilà, un peu, c'est comme ça qu'on se pense. Si on était Monsieur Guénon ou Monsieur autre chose qui vient de la Lune et qui écoute cette histoire, il dit, ben, il y a 500 millions de musulmans tout autour de vous. Avant, il y avait d'autres populations, mais ils ont été massacrés par les musulmans. Eux-mêmes ont été des colonisateurs, comme chacun sait, etc. Et, euh, et voilà, et bon, et vous, vous êtes un peuple qui n'est pas comme eux. Donc, alors là, il va falloir trouver un autre récit narratif en disant, nous sommes une tribu sémite. Ça m'est arrivé un jour en Jordanie avec le ministre des Affaires étrangères. J'ai commencé à dire, écoutez, nous sommes une tribu sémite et comme toutes les tribus, on se bat entre les différentes tribus et puis on n'est pas des individus, on n'est pas des Occidentaux. La moitié des Israéliens ont un grand-père qui vient de la région, du quartier, ça veut dire depuis le Maroc jusqu'au Pakistan, etc. Donc on n'a pas de, on est en vérité, on est des, regardez, on a fait des analyses génétiques, etc. Les Juifs sont très très proches des Juifs on qui est des habitaient locaux, ici. quoi. On est des indigènes, un peuple autochtone, des indigènes, et simplement, donc on est un peuple, une tribu parmi les différentes tribus, et donc on se bat avec des autres tribus. C'est des combats entre tribus comme on a toujours eu, mais nous sommes des sémites, entre les sémites. Donc voilà. Donc ça, si vous voulez, on parle plus d'individus, mais on parle de groupes collectifs, parce qu'on est en fait dans la région, on parle de groupes collectifs. Donc il faut changer. Pour l'instant, on n'a pas trouvé comment rédiger notre histoire, mais c'est vrai que ça va aller vers le côté nous sommes des autochtones, nous sommes un peuple indigène, nous sommes rentrés à la maison, nous avons été là, nous ne sommes pas des colonisateurs. Et nous sommes pas, comment peut-on appeler un juif un colonisateur en Judée, évidemment, etc. Mais bon, tout ça, c'est difficile. On ne veut pas être dans l'apologie, voilà. Ce livre, c'est encore de l'apologie. Il va falloir passer à la vitesse supérieure, où il va falloir expliquer d'une autre manière notre histoire, re-raconter notre histoire, probablement avec d'autres médias que le papier. Aujourd'hui, on est dans des médias où évidemment, ça doit être du TikTok, ça doit être du cours, ça doit être du film, ça doit être du théâtre, ça doit être autre chose pour que les gens, tout à coup, ils aient sortir de leur contexte et qu'ils aient tout à coup quelque chose qui leur descend, comme le film Exodus, ça a été le film qui a le plus œuvré pour déclencher l'idée que l'État d'Israël avait le droit d'exister. Maintenant, il y a une chose importante à savoir. Alors, on a l'impression qu'on ne sert à rien. Vous posez la question, Johan, ça sert à rien. Alors, il y a une question de masse critique. Alors, je vais expliquer un tout petit peu. Ça veut dire que les Soviétiques ont fait énormément de propagande dans tous les pays du Sud, tout ce qu'on appelle aujourd'hui le tiers-monde, le Sud, et ça marchait pas. Et le jour où ils ont envoyé un Spoutnik dans l'espace, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'effet Spoutnik, et tout a marché. Et là, tout à coup, on les a crus sur parole. Vous voyez, donc ça met un temps, les gens commencent à croire, mais ils n'y croient pas tant qu'on n'a pas on n'a pas vraiment fait les choses. Donc si demain, les choses se font et qu'on a tout à coup un grand changement, à ce moment-là, les gens entendront. Mais pour l'instant,
on parle dans le vide, les gens entendent, mais ils ne sont pas capables d'entendre autre chose. Pour l'instant, les gens ne sont pas en train capables d'entendre le discours sioniste. Donc les Juifs se trouvent de plus en plus dans l'entre-soi. Ils ne se trouvent qu'avec des gens qui pensent comme eux, et on ne peut pas continuer comme ça. Évidemment, on a besoin de créer des nouvelles coalitions. Il faut voir avec toutes les coalitions, on doit être ouvert à tout. J'ai publié un livre justement il y a 2 semaines. Il n'est pas encore sorti, mais il va être publié en hébreu et en anglais sur les évangéliques. Et donc, avec une grande étude qui parle des prémillénaires, les postmillénaires, les amillénaires, etc., 120 pages. Donc, je vous conseille sur ceux qui veulent vraiment étudier la théologie chrétienne. Voilà, donc j'ai écrit ça avec le professeur Shlomo Fischer. Et donc, bon, voilà, donc oui, on a des choses, il faut reconstruire des nouvelles alliances avec les chrétiens, bien entendu, contre l'islamisme, puisque c'est quand même la plus grande menace pour l'Europe. Donc, c'est clair que là-dessus, c'est là-dessus qu'on va devoir, avec c'est nos premiers partenaires immédiats, mais on a d'autres partenaires, tous les gens qui sont pour la liberté, qui n'ont pas envie de vivre sous la domination et l'oppression, bien sûr. Alors, tu disais justement qu'on a un discours aujourd'hui qui est inaudible. Cette histoire du sionisme, on n'arrive pas à la faire passer aujourd'hui dans les médias, dans les journaux, que quelqu'un d'occidental puisse la comprendre. Est-ce que peut-être, suite au 7 octobre, il y a une remise en question justement de ce sionisme? On va devoir se le réexpliquer à nous-mêmes et le réexpliquer face aux nations. Je crois que tu l'as appelé le sionisme 2.0 dans différents articles que tu as publiés. Mhm. Est-ce que justement, cette réécriture, ce pourquoi ce sionisme 2.0, est-ce qu'à ton avis, il sera plus relié tout simplement à la Bible, aux valeurs, Alors, et relier ça à quelque chose d'ancestral qui est écrit déjà dans notre Bible? alors, il y a plusieurs pistes. J'ai donné tout à l'heure une piste sur celle de dire qu'on est un peuple autochtone, un peuple indigène, et que c'est les Arabes qui ont conquis toute l'Afrique du Nord, etc., au 7e siècle, et avec la violence, la même violence, hein. Ce qu'on a vu le 7 octobre, c'est les mêmes razzias dont on a des descriptions depuis déjà 13 siècles, hein. C'est toujours la même chose. Humilier, prendre une famille, violer la femme devant son mari pour montrer que c'est nous les maîtres des lieux, et que toi tu es un impuissant, un eunuque, etc. Toujours les mêmes choses, la virilité ardente, le même discours, c'est toujours la même chose, les mêmes méthodes depuis 13 siècles. Ils font partie de la culture arabe, hein, ce que Jacques Berck, le grand islamologue français, appelait la virilité ardente. Cette volonté de misère, misère qu'on projette sur les autres, etc. Donc on a des choses qui sont là. Bon, une des pistes là. La deuxième, ce serait d'aller vers un judaïsme qui pourrait aller vers un judaïsme, plus de judaïsme. Alors maintenant, c'est très intéressant de voir. Ça veut dire que, en fait, si on va tout de suite un tout petit peu sortir de notre débat ici sur la propagande et sur comment présenter le sionisme et repenser le phénomène métahistorique dans lequel on est en train de vivre, en fait, ce qui va se passer probablement à la fin de cette guerre, on va avoir une grande vague d'Aliyah, une grande vague de Yérida. Il y a des gens qui vont quitter le pays. C'est quoi? C'est que c'est difficile d'assumer qu'on est un peuple qui vient là et qui a besoin de garder son lien. On ne pourra pas vivre comme on pensait qu'on pouvait vivre gentiment avec le phénomène d'Oslo, les accords d'Oslo. On allait devenir ici un peuple européen et que tout allait se... Mais non, ça va pas se passer comme ça. Ça va se passer qu'on va devoir vivre ici avec une identité juive forte qui s'assume avec des gens qui ne nous aiment pas forcément. Et donc il va falloir, ça va prendre peut-être 100 ans, 150 ans. Il faut se rappeler quand même que la Suisse, après la Révolution française, elle a fermé ses frontières, elle était entourée de montagnes. Elle a attendu qu'ils passent leur crise d'adolescence, les pays occidentaux, et pour qu'elles reprennent contact avec eux. Il est possible que ça va prendre du temps. Le printemps arabe, ça va continuer. Au bout d'un moment, peut-être qu'ils descendront de leur arbre et qu'ils comprendront qu'on n'a pas le choix que de vivre avec nous. Donc, non, non. Et le deuxième point dont je voudrais parler, c'est donc on va avoir un phénomène où l'État d'Israël va être probablement de moins en moins audible. Et les Juifs de diaspora vont être la même chose. C'est-à-dire, ils ont ce qu'on appelle une identité assignée, et qu'ils le veulent ou non, ils ont qu'à dire qu'ils sont anti-Israël, personne ne les croit. Et donc finalement, ils vont être, même le grand rabbin de France, on a vu, finalement, il dit, mais écoutez, on peut arrêter de dire qu'Israël fait des génocides. Israël se défend parce qu'il a été attaqué. Même si lui, il essaye d'être neutre et de ne pas prendre position, il est obligé de défendre. Il a dit, écoutez, Et il s'est fait prendre tout de suite. voilà, et tout de suite, évidemment, c'est rentré. Donc dès qu'on se met comme ça, on va lui dire, ah, moi, toi, t'es le sioniste. Et même on voit des gens qui sont dans les partis d'extrême gauche qui essayent de dire des choses évidentes. Et là, tout à coup, et ça y est, ils sont obligés de prendre des camps. Donc on a comme ça, les masques sont tombés, on se retrouve dans des camps. Hein, dans des camps, et ces camps sont opposés, il va falloir choisir son camp. Les Juifs vont probablement devoir choisir leur camp, ils n'auront pas le choix. Mais non, ce qui est important, et je voudrais partager ça avec vous, c'est
quand on regarde encore une fois l'histoire, on ne sait pas ce qui va se passer après le 7 octobre, comment ça va réagir. Mais on sait ce qui s'est passé après la guerre de Kippour. Or, après la guerre de Kippour, on a eu deux grands mouvements qui ont été innovés par la guerre de Kippour. Ça veut dire que quand on va sur le champ de bataille, quand on voit des gens qui tombent, on ne peut pas sortir sans rien. De la même manière qu'après la Shoah, on a eu la création de l'État d'Israël. C'est pas simplement au niveau mystique. Donc je vous parle d'un chemin où on a évidemment l'obscurité qui précède la lumière, que Dieu a créé le monde. C'était le soir, c'était le matin. Mais c'était plus fondamentalement, quand quelqu'un descend au fond de l'abîme, il a besoin de ressortir, il touche le fond de la piscine, il a besoin de sortir, de faire quelque chose de très grand. Voilà. Donc c'est psychologique, soit ou alors on s'enfonce encore plus. Mais si on a un côté de résilience, alors on va s'en sortir. Et c'est quoi les deux grands mouvements qu'on a eu après la guerre de Kippour? J'ai un voisin qui s'appelle Shalom Wasserteil, qui habite à côté, qui a écrit tout à coup, il a écrit, il y a eu le mouvement de la Chazara B'Tshuva, le retour du religieux, alors que l'État d'Israël s'était positionné plus ou moins sur un mode religieux voire anti-religieux. Et là, tout à coup, il y a un retour du religieux. Et les premiers qui ont été à faire Teshuvah, à faire religieux, c'était un mouvement c'était les pilotes qui ont vu Dieu en face, qui ont cru qu'ils allaient tous disparaître et qui ont été sauvés. Et puis énormément de gens. Et puis il y a eu le mouvement aujourd'hui, 45% des enfants dans les écoles primaires en Israël juive sont, sont des enfants religieux, appartiennent aux sionistes religieux, au monde Haredi. Donc évidemment, on a compris que d'ici 10 ans, 15 ans, ça sera évidemment la majorité. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se crispent par rapport à ça. Ils se disent, mais on est en train de perdre le projet. Est-ce que ça risque pas de devenir, on va pas devenir un État prémoderne, un État qui ne serait pas un État de droit? Et donc, il faut faire attention, il faut être sur le qui-vive pour éviter ce genre de choses si on veut être performant, il faut qu'on soit extrêmement aussi respecter la loi et respecter le droit. Alors, le deuxième mouvement, alors, le premier, c'est un retour identitaire, le deuxième, c'est un retour géographique. Et après, alors qu'on avait C'est pas que la guerre. conquis voilà, tous les territoires de Judée-Samarie et de Gaza en 67, on n'était pas vraiment parti habiter là-bas. Très, très peu. Et encore une fois, il y avait déjà des petits bourgeons, mais il s'était rien passé. Et là, tout à coup, il y a un mouvement qui a été décidé en face de chez moi, là, au Merkaz Arabe, 20 personnes, et aujourd'hui, on a 1 million de personnes qui habitent de l'autre côté de la ligne verte. Évidemment, c'est un mouvement irréversible. Donc, on a ces deux mouvements, et après, ça, c'était immédiat. Mais après, il y a eu un mouvement qui a été plus souterrain. Et 4 ans plus tard, si vous vous rappelez, en 73, donc en 77, il y a eu Menachem Begin qui passe au pouvoir. Et là, c'est l'ouverture d'Israël d'un État qui était dinosaure, fatigué, socialisant, etc., et bureaucratique, qui est devenu tout à coup, on a ouvert la porte aux séfarades, ouvert la porte aux ultra-orthodoxes, ouvert la porte aux religieux. Et on a aujourd'hui la Startup Nation avec les immigrants russes, etc., qui ont pris leur place. Donc, ces trois choses-là, qu'est-ce qui va se passer après la guerre après la guerre? Vous voyez, la ressemblance avec la guerre de Kippour le 7 octobre est très Alors forte. justement, ça se propos là, c'est intéressant la terminologie. J'ai reçu une question aujourd'hui puisque j'ai diffusé Ouais. l'information et quelqu'un m'a dit mais c'est intéressant parce que on appelle ça la guerre de Kippour, mais de l'autre côté, on l'appelle très rarement la guerre de Simchat Torah. Est-ce que peut-être on veut pas enlever le côté juif, le côté traditionnel de cette guerre et finalement tous les deux on porte une kippa et on sait qu'il y a une certaine ashgacha le jour où une guerre est déclarée, et c'est forcément que il y a un clin d'œil de Dieu dans ça. Alors, pourquoi nous, on n'emploierait pas ce nom de la guerre, comme on l'a fait pour Kippour, la guerre de Kippour? Pourquoi ce ne serait pas la guerre de Simchat Torah? Mais aujourd'hui, en Israël et au-delà des frontières, presque personne parle de la guerre de Simchat Torah. C'est la guerre du 7 octobre. Très bien. Est-ce Alors, que... je vais reprendre sur ce point-là, mais je termine juste le développement que je faisais juste avant. Qu'est-ce qui va se passer avec ces jeunes qui reviennent de Gaza? Et vous comprenez qu'on a quand même malheureusement 50% des morts sont des gens religieux. Donc ça veut dire qu'on a énormément de combattants dans toutes les forces d'armée de terre qui viennent de ce monde religieux et qui reviennent avec des forces. Ce soir, on est justement le quinze du mois de Elul. Ça veut dire qu'on est vraiment 12 mois après le 7 octobre. Mhm. Donc, c'est le jour du 7 octobre. Aujourd'hui, on est en train de célébrer maintenant, vous et moi, on est en train de voir les 12 mois. Donc, il y a les 11 mois, comme chacun sait, comme c'était une année en ballistique cette année. Donc, on a eu, les 11 mois, c'était le mois dernier. Là, 12 mois, et évidemment, on va voir le 7 octobre, ça fera les 13e mois et qu'on va aussi célébrer. Donc, on va célébrer 3 fois. Et là, on est vraiment l'année. Et ben, qu'est-ce qui va se passer, ces gens-là? Eh ben, je vais dire juste un mot et je reviens sur la sémiotique voilà, ou la sémantique, c'est qu'on va avoir
peut-être un mouvement de juifs qui vont vouloir s'affirmer comme juifs. Donc, par rapport à ce que tu me disais, Johan, il est possible que les gens vont dire, on en a marre de se cacher, de vouloir simplement être libéraux et de dire qu'on est les droits de l'homme. Non, non, on n'est pas les droits de l'homme. Nous, on a un judaïsme qui est surhumanité. On n'est pas pour l'humanité, on n'est pas pour de l'adronomisme, on est à la surhumanité qui donne le droit aussi de dire que, par rapport à Kant, qui dirait que tous les hommes doivent être universels, le judaïsme dit, Aniei Chakodmim, les gens de ton propre proximité passent d'abord. On a une proximité, s'il y a deux enfants qui tombent à l'eau, je vais sauver d'abord mon fils. Et ce côté Kant qui a mené l'Occident justement à une forme de suicide, puisqu'il est incapable de dire que nous ne pouvons pas recevoir toute la misère du monde et qu'on devrait ouvrir à tout, et donc on n'arrive à rien. On sait bien que Kant nous dit que si on est 11 personnes et il n'y a que 10 places sur la chaloupe, eh ben personne ne devrait y aller parce qu'on n'a pas le droit, personne ne vaut plus qu'une autre. Ben c'est pas vrai, c'est pas vrai que personne ne vaut plus qu'une autre. Il y a des gens qui valent plus que d'autres. Moi, je vaux plus qu'une autre personne. S'il y a un seul steak, je vais manger moi le steak et je laisserai l'autre sans manger. C'est ce que nous dit Rabbi Akiva voilà, que nous dit Rabbi Akiva dans le Talmud dans le traité Shabbat, où on dit s'il a une seule bouteille d'eau, eh ben, d'abord, ça devient, il faut décider à qui, mais on ne va pas tous mourir simplement parce qu'on veut être égalitariste. Donc, le judaïsme a une autre forme de morale, il va falloir émerger une nouvelle forme de morale, et le judaïsme n'avait pas encore prévu. Pendant 2000 ans, on n'a pas fait de géopolitique. Pendant 2000 ans, on s'est occupé du développement personnel, on s'est occupé du développement du couple, on s'est occupé de la famille, de la communauté, mais on n'avait pas de vision géopolitique. Est-ce qu'on doit rentrer? Est-ce qu'on doit faire des génocides? Est-ce qu'on doit faire avec les otages? Tout ça, c'est des questions qu'on... Et donc, on est en train de réinventer encore une fois. Et ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'on est encore, pour l'instant, on ne sait pas quoi faire. Alors maintenant, par rapport à la sémantique. Il y a deux professeurs qui sont rentrés dans mon bureau ce matin qui m'ont dit, Doc, regarde ce qu'on a trouvé. On a fait des études avec l'intelligence artificielle. On a trouvé tous les trites. Comment cette guerre est appelée? Les conflits. Alors on dit, d'un côté, ça s'appelle Israël-Hamas, ou alors Israël-Gaza. Et alors, les manifestations sont en Israël, elles sont soit pour Israël, soit pour les Palestiniens. Mais elles sont pas, on voit pas, mais on voit pas, c'est pas un parallèle parce qu'en fait, on a des manifestations qui pourraient être pour Israël. Quand on condamne Israël, on condamne à la fois et le gouvernement et le peuple israélien, ce que fait. Tandis que Et par les rapport juifs du monde et entier. les Juifs du monde entier, exactement. Tandis que quand c'est par rapport aux Palestiniens, ben on dit non, on est pour les Palestiniens, on ne dit pas qu'on est contre Israël. Voilà, donc et ils m'ont montré des statistiques terribles sur tous les titres de la presse, etc. Et on voit que ceux qui sont dans les news, donc d'abord il y a une surreprésentation évidemment de ce conflit et on le montre longuement dans les différentes pages. Bon, il y a beaucoup de graphiques dans la brochure, hein. On va peut-être, Donc si on a le temps, voilà. montrer un graphique ou deux. Voilà, graphique. Ah, si vous les avez, d'accord, ouais. J'aurais pu vous les donner en Non, truc, en truc, vous les avez. D'accord. Bon, voilà. Donc, il y a des branches, des graphiques. Et donc, évidemment, c'est très important de parler quand les gens vous disent, c'est un génocide, c'est terrible. Et vous savez qu'on a eu une mort au Congo? Vous avez une idée de Congo depuis le début du 21e siècle? 21e siècle? 3 millions de morts. Personne n'en parle. On n'est plus en train de parler de 30 000 personnes, dont la moitié, au moins 18 000, sont des terroristes simplement qui sont habillés en civil. Donc et tout donc il y a aussi des chiffres qui font que, et évidemment, on a un retour sur l'antisémitisme qui est sous-jacent. Donc, alors par rapport à comment on devrait appeler cette guerre, on n'a pas encore trouvé de nom, en fait. On n'a pas encore trouvé de nom. C'est tellement terrible pour nous qu'on n'a pas trouvé de nom. Il y a eu des essais, hein, des essais dans la presse israélienne. Donc, on vous l'appelait Milchemet Bereshit, le Bereshit, puisque c'était le jour où on a Ouais. commencé à Bereshit. Appeler une guerre au nom de Simchat Torah, c'est très compliqué pour nous quand même, parce que on n'est pas encore dans la joie et on fait pas l'éloge de la guerre. Et on fait l'éloge de la joie. Kippour, c'est un jour plutôt triste déjà, c'est un jour plutôt Voilà. solennel, alors c'était peut-être plus facile. Voilà, Kippour, c'était le jour du jugement et c'est la guerre du jugement. On s'est dit, on doit revoir notre copie. Et là, on doit revoir notre copie en même temps et on doit construire dans la joie et on va continuer à danser comme tout ça. Il va falloir travailler au niveau des concepts, mais pour l'instant, on est encore loin, loin, loin. Donc, on sait pas comment faire. Et c'est pour ça que cette guerre n'a pas de nom pour l'instant. Avant d'avoir trouvé Shoah, vous savez, il y avait le mot Holocauste, il y Oui, bien avait sûr. tout ça, et ça a mis, on a attendu longtemps jusqu'à que quelqu'un vienne et fasse un film et qu'il a Non, appelé c'est vrai. Shoah et il a donné justement un terme que personne ne comprend et qui est très peu employé dans la Bible pour que justement c'est un terme vide dans lequel on va pouvoir projeter dedans un nouveau sens. Alors comment on va l'appeler cette guerre, je ne sais pas parce que pour l'instant, en vérité, c'est simplement un méga pogrom comme on en a connu depuis 13 siècles d'un côté. C'est nous juste qui avons on a eu tout à coup on a arrêté de croire à ce que simplement le problème était territorial.
On a cru avant que c'était un problème territorial. C'est-à-dire que je me rappelle que quand j'avais pris un premier livre il y a une quinzaine d'années sur ce sujet-là, et j'avais passé mon livre à des gens du Quai d'Orsay, etc., ils m'enlevaient chaque fois qu'il y avait écrit israélo-arabe, ils me disaient, ah non, non, il faut écrire israélo-palestinien. C'était une obsession. On ne pouvait pas, parce que si on parle d'israélo-palestinien, c'est résolvable. C'est un problème de territoire. Si vous me dites que c'est judéo-musulman, alors là, de c'est une guerre de civilisation. religion, voilà, c'est une guerre de civilisation. On est perdu, ça résolve. Nous, on veut un des problèmes qui soit résolvable pour que ça calme les gens. Sinon, vous rentrez dans des choses, les gens disent, on veut ni de vous, ni de vos histoires. Dégagez. De toute façon, on veut pas vos histoires. Donc, c'est très compliqué comment faire, comment s'employer les termes. Les termes sont très, très importants parce qu'on est en train de jouer sur les mots et c'est les mots qui donnent écho à tout ça. Donc, il va falloir travailler là-dessus et on a Mhm. besoin d'énormément de travail. Tous les psychanalystes doivent se mobiliser, les philosophes, les judaïsmes. Je suis sur un groupe comme ça s'appelle JDFI, je sais pas. Excusez-moi, je suis en train de mais là, c'est judaïsme, philosophie, psychanalyse. Et c'est des gens qui sont parfois loin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Une autre chose importante, c'est qu'énormément de gens ont été rattrapés par leur identité. Là, je lance un nouveau projet qui avait commencé, celle qui est aujourd'hui la directrice de l'Organisation sioniste mondiale en France, Yael David, et avec elle, je continue un travail sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans, sur ce qu'on appelle proches éloignés, c'est-à-dire tous les gens qui ont des petits-enfants qui ne sont pas juifs. Donc, ce qu'on appelle le troisième cercle, on doit créer des nouvelles coalitions. Et donc, tous les gens qui sont pas juifs, mais qui ont des parents juifs ou des grands-parents juifs, ou alors des gens qui ont des petits-enfants juifs. Donc, ces gens qui s'appellent le troisième cercle et qui ont envie qui se sentent appartenir, mais qui, par la lacha, tout ça, ça passe pas. Et donc, c'est un nouveau modèle et on voit ces gens-là. Alors, on avait fait un premier jet, on a reçu des centaines de réponses à nos questionnaires. On va en diffuser. Je remercie Jonathan Arfi et Robert Gilles du CRIF qui nous ont permis de diffuser sur la newsletter du CRIF nos questionnaires. On l'a pas encore fait parce qu'on attend encore un peu. On attend le 7 octobre de passer. Et là, on va diffuser et appeler les gens à dire, donnez-nous, si vous connaissez des gens, contactez-les, dites-nous, répondez à nos questionnaires. Et on a envoyé un premier jet de questionnaire, c'est parce qu'on le fait en France pour commencer, mais évidemment, je fais ça aussi dans les autres pays d'Europe et ça va aller aux États-Unis. Et ce projet-là, c'est d'aller voir ces gens-là. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Et j'en ai rencontré des dizaines. Et on a reçu des centaines de questionnaires en retour. Des gens qui ont dit, moi, j'habite en Bretagne, ma femme n'est pas juive, mes enfants ne sont pas juifs, personne n'est juif autour de moi. Et le 7 octobre, j'ai été terrorisé. Et tout à coup, j'ai revécu ce que ma mère qui avait été cachée, etc. Et personne ne comprenait rien. Et ces gens-là ont été encore plus rattrapés par leur identité que les gens qui vivaient au sein de la communauté, qui ont pu partager avec les gens. Et les gens disaient, je ne peux parler avec personne dans mon travail, personne ne comprend. Le 8 octobre, il ne s'est rien passé au travail, tout le monde a commencé à continuer à prendre des pots, etc. Et moi, j'étais terrorisé dans mon histoire. Donc, il s'est passé aussi un retour identitaire. Encore une fois, si on veut regarder une main mystique dans tout ça, ben, encore une fois, Mhm. les Juifs essayent de disparaître, les Juifs essayent de se cacher, les Juifs... Et finalement, ça marche pas. Si j'avais un conseil à donner aux antisémites, pour tous les antisémites qui nous regardent, j'ai un très bon conseil. Laissez-nous tranquilles 3 générations. Ne nous parlez plus jamais de dire aucune critique sur les. Vous allez voir que les Juifs vont peut-être disparaître vraiment. Laissez-les tranquilles. Malheureusement, ils n'écoutent pas mes conseils. Donc, s'ils Ouais. écoutaient mes conseils, mes recommandations, ils nous laisseraient tranquilles 3 générations. Et vous verrez peut-être que les Juifs arrêteraient d'être Juifs. Alors, on va passer à la deuxième partie, et tu as commencé à en parler finalement, c'est les Juifs de diaspora, et plus spécifiquement, l'avenir des Juifs de France. On en parle beaucoup dans les journaux. De quelle manière, à ton avis, ça va aller? D'un côté, moi, je vois qu'il y a ceux qui ont peur, ceux qui enlèvent les mésouzotes. On pourrait peut-être parler de crypto-juifs, comme il y avait à l'époque des Marans, on doit se cacher. Premier constat. Deuxième constat, est-ce qu'il va y avoir plus d'assimilation? Ou au contraire, puisque tu viens de dire qu'il y a un sursaut du réveil identitaire chez certains qui étaient éloignés, mais ils sont éloignés, mais ils ont quand même peur, donc c'est un dilemme. Et le troisième axe, c'est également l'axe de partir. Peut-être qu'il y en a qui vont dire au Canada c'est mieux, ou en Israël, là, Alia ou pas. Il y a un sentiment d'incertitude en France pour la communauté juive. Et plus que l'incertitude, j'ai parlé avec des dirigeants communautaires, c'est vraiment l'inquiétude, le point d'interrogation de qu'est-ce qui va se passer dans une semaine, dans un mois, les élections, l'après 7 octobre, l'antisémitisme, plein de questions. Et donc, on se pose la question de l'avenir de la communauté juive en France.
t'ai posé plein de questions dans tous les Non, oui, sens. bon, la question, c'est la même. Donc, bon, normalement, je publie un livre avec mon ami Didier Long le début janvier, qui va faire 300 pages, qui Ouais. s'appelle Europe, les derniers Juifs, France, les derniers Juifs d'Europe. Donc, on apporte tous les chiffres et tout, on apporte vraiment des analyses vraiment très, très construites. Par contre, c'est pas une petite brochure, donc là, c'est vraiment Là, très, très c'est ton construit. travail d'analyse Et qui est. voilà, un vrai travail d'analyse où on a vraiment construit les chiffres, on a les tendances, etc., beaucoup de graphiques, etc. Et un peu comme ceux qui connaissent l'archipel français de Jérôme Fourquet, avec des chiffres qui nous donnent sur des conclusions. Et normalement, ça va être faire beaucoup, beaucoup de bruit. Maintenant, de quoi il s'agit là? Bon, ce qu'on va arriver en France, tout ce que tu as dit, Johan, est vrai, chacun de nous le sait. Donc, je ne vais pas rapporter des choses qu'on sait. En gros, il y a deux grandes tendances. Il y a une tendance, soit on va vers la créolisation, le fait qu'on va devenir, et là, il n'y aura pas vraiment de place pour les juifs, parce que vu comment ça se passe au niveau de d'abord la démographie musulmane, puisqu'on a 22%, d'après Jérôme Fourquet, des bébés qui naissent ont des prénoms musulmans. Ça veut dire que ça fait 33%, puisqu'on a un tiers qui ne donne pas de nom musulman. Ça fait 33% des bébés. Donc, vous savez faire, ceux qui savent faire des règles 3, sinon ils demandent à ChatGPT, il les fait très bien. Et il ne fait pas des règles de 3, il fait tout simplement des régressions. Vous lui disiez qu'en 1960, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais 1960, il y avait 900 000 musulmans. Et puis aujourd'hui, on est à 22% ou 33% des bébés. Et voilà, et qu'en 2018, il avait 20% des bébés. Donc, vous faites un truc et vous allez comprendre qu'on va arriver à des sommes, des populations, on aura du 30% de musulmans. Et évidemment, vu que chez les musulmans, on va dire que 28% sont pour aller vers un. Donc, il y en a beaucoup qui veulent s'assimiler et s'intégrer, mais il y en a 28% qui sont ce qu'on appelle du séparatisme, qui veulent la charia, etc. Et 50% chez les jeunes. Et plus ils sont éduqués, et plus ils sont religieux. Un peu comme le mouvement qu'on a en France. J'ai vu qu'ils sont de plus en plus, ils sont plus religieux qu'il y a 20 ans, et plus communautaires que eux et leurs parents. Donc on a ce retour d'entre-soi, qui est vrai pour les Français de souche, qui est vrai souche, qui est vrai pour les musulmans, et qui est vrai pour les juifs, chacun s'enfermant dans sa propre bulle. Donc qu'est-ce qu'on va avoir en France? En fait, ce qu'on va avoir en France, c'est le modèle. Si encore une fois, pour prendre l'avantage que j'ai sur les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est ma perspective internationale. Je suis obligé de me promener un peu dans dans différentes régions du monde. Et donc, on voit ce qui se passe au Brésil ou en Afrique du Sud. C'est-à-dire que les Juifs s'enferment dans des genres de résidences protégées, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, ils vont prendre des contacts au niveau professionnel avec des non-juifs, mais on vont vivre dans l'entre-soi, peut-être avec des miradors, ou avec des chiens, etc. Ils vont vivre pour se protéger. Voilà, on pourra imaginer des choses comme ça qui pourront arriver, en tout cas pour les Juifs qui ont les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, ça va être très difficile. Et donc, voilà où il faudra après. Bon, donc, voilà le modèle. C'est-à-dire que les Juifs pourront continuer en France. La France est un pays merveilleux, la capitale mondiale de la gastronomie cachère. Ça va continuer plein de bâtés midrash, plein de gens. Chaque fois que je vais en France, je vois encore plus. J'étais à Villeurbanne, j'ai vu le Rav Maknous, comment ils font des choses, communauté merveilleuse. J'ai vu le Centre Alève, j'ai vu Mars, j'ai vu Strasbourg. Chaque fois que je suis allé, je vois des bêtes midrash. Donc les gens vont se renforcer dans leur identité, puisqu'on a un peu toujours une conjonction de facteurs répulsifs, facteurs attractifs. Donc on est rejeté vers l'intérieur. Les gens vont devenir de plus en plus engagés. Une partie va maraniser, une partie va diminuer. Au début, et même le retour éphémère, transitoire qu'on a parlé le 7 octobre, après, on ne peut pas assumer cette altérité, c'est trop lourd. Donc, beaucoup vont renoncer à tout ça. Donc, ou alors vont passer de l'autre côté. Mais toujours aussi, on va avoir cette polarisation et c'est pas bon. Nous, on a toujours aimé justement être une société avec le société traditionnaliste français qui n'était pas dans cette polarisation. Mais c'est les modèles des réseaux sociaux, c'est le modèle de la culture occidentale, l'écart social qui est lié à la globalisation, qui fait qu'on va dans un monde de polarisation. Donc, ça va être difficile. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les Jeux de France? Étant donné que la démographie, hein, comme dit Alfred Sauvy, le démographe, il dit, bah, vous a interviewé récemment Stéphane, Ouais. Stéphane Amar, et lui, il m'a dit, écoute, Dov, ouais, la phrase d'Alfred Sauvy, elle dit comme ça, la petite aiguille sur la montre, on la voit pas bouger, mais c'est elle qui indique l'heure. Voilà, donc il y a des mouvements de fond.
voyez, la démographie, c'est l'aiguille, la petite aiguille. Vous voyez, donc la démographie, c'est elle qui pilote. Donc on a une question, c'est très simple. La démographie, quand on a 50% des jeunes, et ça fait que grandir, et plus ils sont éduqués, plus ils sont riches, plus ils sont intégrés. Et il y en a deux façons d'attaquer de l'islamisme en Europe. C'est ce qu'on appelle le soft power, le hard power, ceux qui font la menace à l'émeute et les agressions, et d'un autre côté, ceux qui vont en costume cravate, qui prennent tous les postes, Mhm. les postes des HLM, les postes importants aux impôts, etc., dans les universités, dans les médecins, au barreau. Hein, ils Oui, bien reprennent sûr. les stratégies qu'avaient fait les Juifs dans les années 60, donc ils vont de la même chose, et puis ils vont être de plus en plus nombreux, et là, ça sera très, très difficile pour les Juifs de vivre là-bas. Ils vont devoir vivre dans des niches. Enfin, je veux dire au sens niche technologique ou économique, donc ils vont se mettre dans des endroits où ils vont devoir se protéger, et ils pourront vivre, mais ça sera une façon un peu marginalisée. On a une forme de marginalisation sociale Ok. rampante. Elle est presque inévitable, quoi. Pour les Juifs de France, c'est une question de dignité, quoi. Là. Si on veut vivre ici, on va pas partir, on part pas de France à cause de l'antisémitisme. On n'a jamais vu dans l'histoire que c'est l'antisémitisme qui a fait partir les gens. Ce qu'on a vu, ce qui a fait partir, c'est des volontés positives. Ça veut dire que les Juifs disent, je veux prendre en main mon destin. Et dans cette brochure, d'ailleurs, on raconte une histoire. Là-dessus, je vais terminer, peut-être, si tu veux Ok, bien. j'aurais peut-être Ça une dernière s'appelle le 7 question. octobre bis. Ah, je voulais en parler, mais Alors, voilà. avant ça, c'est important ce que tu dis. Tu dis qu'on n'est jamais parti à cause de l'antisémitisme, mais on le sait qu'il y a eu des pogroms qui ont créé des vagues, la première, deuxième Aliyah. Donc, oui, l'antisémitisme est aussi un catalyseur de Aliyah. C'est pas toujours des gens Exactement. qui À un Aliyah. certain moment, l'antisémitisme, on sait, on le voit dans la Masechet Megillah, page 14, etc. On voit que quand Roche a donné sa bague à Haman, ça fait plus que tous les 38 prophètes et les 7 prophétesses. Donc Ouais. oui, évidemment, c'est des facteurs répulsifs, facteurs attractifs. L'antisémitisme révèle des choses. Tout à coup, les gens qu'on croyait nos meilleurs amis vous disent, j'ai envie que tu disparaisses. Alors bon, évidemment, si on n'est pas complètement débile, on en déduit que on préfère couper les ponts. Voilà, oui, il se passe quelque chose, mais le mouvement qui va faire bouger les gens, c'est un autre mouvement, un mouvement de dire qu'en Israël, c'est pas comme les autres pogroms qu'on a eus. C'est très important. Ici, alors que le pogrom à Safed en 1837, par exemple, fait par des Druzes d'ailleurs à l'époque, d'abord et les barbares musulmans avec eux des pillards, ben, les Juifs ont été abandonnés pendant 3 jours. En général, la police rentre dans ces casernes, on laisse les pillards se défouler, et après on vient, on arrête deux, trois personnes. C'est comme ça les pogroms. Mais là, ce n'est pas pareil. Avant même que l'armée régulière arrive, les terroristes ont été chassés par la société civile. On a vu que ce soit les groupes de Douvdevan, des soldats israéliens, des réservistes qui sont mis avec qui ils ont transformé leur téléphone portable, le groupe WhatsApp, en groupe WhatsApp, en QG virtuel, et aussi les gens de Achim Laneshek, ceux qui sont toutes les manifestations depuis 9 mois qui étaient regroupés, eux aussi ont fait aussi la même chose, se retrouver en disant des points de localisation, ils ont dit venez ici, et l'État n'a pas fonctionné, le gouvernement a échoué, Ah, il y a l'armée a eu- échoué, mais le peuple s'est levé. Le peuple s'est levé, ça veut dire que la société civile israélienne, c'est ça le sionisme. C'est que là, les gens sont partis, et c'est ça le projet d'Israël. C'est-à-dire que la société civile israélienne est extraordinaire. Le gouvernement, on ne sait pas ce qui lui arrive exactement. On a un modèle où il faut repenser le modèle de la démocratie parlementaire israélienne, d'ailleurs en France aussi. Et parce qu'on a perdu à cause des GAFAM, en fait, on a perdu le pouvoir démocratique. Les dirigeants ne sont pas capables de protéger leurs électeurs. Et donc, on a un nouveau mouvement qu'il va falloir encore une fois repenser. Et c'est dans ce projet, participer à ce projet-là du peuple juif qui revient sur sa terre, vivre dans sa dignité, écrire sa propre histoire et voir. Quand on regarde les gens qui sont venus il y a 30 ans, qui sont venus il y a 20 ans, j'ai fait pas mal d'études sur le Suédois et comparer ceux qui sont restés, ceux qui sont partis. Ben, on voit que ceux qui sont venus, en vérité, ils ont mangé de la vache enragée, c'était dur pour eux pendant 4 5 ans. Il faut voir si on veut le faire nous ou on veut que ce soit nos nos enfants qui enfants. le fassent à leur place. Mais si on a un peu d'amitié et d'amour pour nos enfants, on va le faire nous. Et là, on se déplace, on vient en Israël. C'est quand même moi qui ai écrit le plan pour l'Alliance des Juifs de France pour Netanyahu. Donc, vous imaginez bien que j'ai un avis sur la question qui dit que c'est ici que l'histoire se passe. Et on est très content d'être là, quoi. Bon, mais il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que les Juifs ici, vivre une histoire incroyable. Les jeunes d'aujourd'hui sont plus grands que les soldats du temps du roi David, puisque aujourd'hui ils peuvent aussi prendre un billet et partir ailleurs. Et ils continuent à être sur le front tous les jours à Gaza. Et on dit aux soldats, si tu veux partir, celui qui veut, on lui demande rien, il peut s'en aller. Celui qui reste, donc on est dans un monde où l'individualisme et l'hédonisme et l'instantanéisme existent.
mais les gens décident d'être autrement. Ils s'inscrivent dans la longue durée, hein, pour parler maintenant de Fernand Braudel, pour encore un autre grand Français, vous voyez, Alfred Sauvy, Fernand Braudel. Donc j'ai une gratitude infinie envers la France. Et c'est cet ajout-là de la culture française qui peut apporter à Israël énormément ce dont Israël a le plus besoin aujourd'hui, c'est-à-dire des gens capables de penser avec une pensée critique, avec une capacité d'analyser, de formuler et d'écrire les choses avec du sens. Dernière question que j'ai l'habitude de poser à chaque fois, dans chaque interview. S'il y avait un personnage, vivant ou pas, tu voudrais avoir une chavruta avec cette personne-là, avec qui tu choisirais d'avoir une chavruta pendant 1 heure? Oui, bon, non, il y en a tellement, non, il y en a tellement que des gens qui sont partis trop, j'ai des centaines de questions à leur demander. Non, je pense à des gens que vous ne connaissez pas, quoi. Professeur Shalom Rosenberg, par exemple. Si, on le connaît. On connaissait Shalom. Donc, professeur Shalom, mon voisin, voilà, j'ai tellement de questions à leur demander, tellement de questions à lui demander, de voir qu'est-ce qu'il pense. Et les dernières fois que je suis venu le voir, il est décédé à Purim l'an dernier. Sa femme m'a dit, Dov, ne lui parle pas de Lévinas, ne parle pas de Léotard, ne parle pas. Il est plus là, il est plus là, il est dans son monde. Et il continue à dire oui, mais je ne sais pas si je suis complètement d'accord. Même lui, il est encore dans son monde. Voilà. Ça, c'est Shalom. Non, des gens, bon, on aurait besoin de grands penseurs, on aurait besoin d'un Ramchal, on aurait besoin d'un Maïmonide qui viendrait nous remettre les choses en place et qui nous dirait quoi faire aujourd'hui. Évidemment, on manque de guides, on manque de géants. Les anciens géants sont partis et les nouveaux géants sont pas encore nés. On vit dans une période de transition. Et on attend les Français, à mon avis. Il y a des gens qui sont passés qui peuvent nous faire rencontrer les différents penseurs. Oui, à mon avis, faire rencontrer la pensée française et la pensée israélienne, la pensée juive. À mon avis, l'avenir est bien plus beau que tout ce qu'on a vu dans le passé. Nous allons vers une période merveilleuse, une période où là, on est re-rentré dans la grande histoire. Cette guerre du 7 octobre, c'est une seconde guerre d'indépendance, comme l'a dit notre Premier ministre, et on va rentrer dans une nouvelle histoire. Il est possible que ça se finisse vraiment très très bien et très vite, quoi. Il est très possible qu'on va tout à coup, ça va se calmer au Liban, ça veut dire la terre d'Israël va se grandir. Et puis ça va se passer qu'il y a des populations qui sont des oripeaux d'une autre histoire qui vont peut-être aller faire du regroupement familial ailleurs. Ce ne sera pas nous qui l'auront provoqué, mais c'est eux qui vont décider de partir. Et dans un cas comme ça, on est peut-être vers un dévoilement de quelque chose, hein. Mais on doit se préparer à tous les scénarios. On peut pas se permettre et on doit continuer à être calme et rationnel, mais d'un autre côté, garder l'optimisme. Je reprendrai Antonio Gramsci, notre maître du communiste italien, qui disait le pessimisme de la raison et l'optimisme du cœur. Eh ben, merci beaucoup. On finit sur cette touche d'optimisme. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Bonne soirée. Toda Rabba à toutes et à tous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.